J'arrive, j'étais en train de manger mes gruaux. Je reprends mon PQ et on peut commencer la vidéo. Plus que j'avale. En 2011, en Chine, une petite enfant de 2 ans se fait renverser par un véhicule. Elle est grièvement blessée, elle est par terre, au sol, et puis une personne, 2 personnes, 3 personnes, en fait plein de gens vont la voir, certains vont même la contourner, mais personne ne va l'aider. Footage of a 2-year-old girl hit by a van and left bleeding in the street by passers-by. Footage too graphic to be shown. The entire accident is caught on camera. The driver pauses after hitting the child, his back wheels seen resting on her for over a second. Within 2 minutes, 3 people pass 2-year-old Wang Yu by. The first walks around the badly injured toddler completely. Others look at her before moving off. En fait, il faudra attendre la 17e ou 18e personne pour que cette personne appelle les pompiers et qu'elle soit transférée à l'hôpital. Malheureusement, cette petite enfant va succomber de ses blessures et cette vidéo va faire le tour du monde. Alors quand vous entendez cette histoire, vous dites sûrement « Évidemment que je me serais arrêté ». Et je vous crois, moi aussi je me serais sûrement arrêté. Mais avant de tous nous féliciter d'être de bonnes personnes, j'aimerais que vous regardiez cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'empathie et je vais vous expliquer que votre empathie est complètement pétée et que c'est vraiment pas un bon indicateur pour savoir quelle est la meilleure chose à faire pour sauver le monde ou en tout cas pour avoir un impact positif sur notre société. En parlant d'empathie, d'émotion, de compassion, de toutes ces choses-là, je vais vous lire le poème qui m'a été écrit hier à la soirée dans laquelle je suis allé. Je vous laisse voir le vlog de ma journée d'hier, c'était ouf. En fait, j'étais à une soirée sans alcool où il y avait une dame qui était avec vous savez, les machines à taper. Et elle m'a posé des questions sur ma vie, elle a posé des questions à mes amis sur ma personnalité, puis elle m'a écrit un poème à la minute, vraiment comme ça a pris quelques secondes, et elle me l'a sorti, elle me l'a imprimé, je sais pas comment on dit avec ces machines à écrire, elle me l'a sorti quoi. Et je vais vous le lire aujourd'hui, elle a écrit « Il cherche à tout savoir, car pour lui, la vie est un livre sans fin. Il se trouve encore et encore avec chaque chapitre, avec chaque personnage, et il se rapproche de lui-même et du monde qui l'entoure. » Voilà. Je trouvais ça mignon. Tu vas à une soirée, tu repars avec un beau texte qui parle de toi. Tout d'abord, en 2024, j'ai vu les chiffres de l'UNICEF. Il y a 4,9 millions d'enfants qui sont morts avant leur 5e anniversaire. Donc des petites filles, comme on voit là sur la vidéo que je vous ai montrée, il y a 4,9 millions d'enfants qui sont dans ce cas-là, qui sont en train de mourir devant nos yeux, parce qu'on a tous Internet et la télévision, et on fait pas vraiment grand-chose pour aider. En tout cas, moi, je fais pas grand-chose pour les aider. Ça représente pourtant 13 300 enfants par jour. Et tous ces morts pourraient être vraiment aidés avec des choses très connues. Des médicaments contre le paludisme, des moustiquaires, des vaccinations, de la vitamine A, des soins de base. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que la distance qui nous sépare de ces enfants qui meurent change réellement notre responsabilité morale face à tous ces enfants qui décède avant l'âge de 5 ans. Avant de continuer plus loin dans cette vidéo, je voulais d'abord dire que l'introduction de cette vidéo ne vient pas de moi. Je l'ai pratiquement copié-collé d'un TED Talks, d'une conférence de Peter Singer. Je vais mettre la vidéo dans la description, vous pouvez voir la vidéo entière. Elle est beaucoup plus développée que la mienne et beaucoup plus intéressante que la mienne. Donc je vous invite aussi à cliquer dessus, mais après avoir vu la mienne, hein, vous likez, vous commentez, vous faites tous les trucs là ici. Et ensuite, vous irez voir la vidéo de Peter Singer, elle est très cool. Ce que je trouve hallucinant avec notre cerveau, c'est que s'il y a un enfant qui agonise devant moi et que je peux l'aider, je pense que évidemment je vais faire quelque chose pour l'aider. Et d'ailleurs, ne rien faire me paraîtrait monstrueux, et paraîtrait monstrueux pour tous les gens autour de moi. Mais si cet enfant se trouve à 8000 km de moi, si je ne connais pas son prénom, si je ne vois pas son visage, et que son existence m'arrive sous la forme d'une statistique, mon inaction devient en fait normale. Ça devient plus du tout monstrueux de ne pas aider cet enfant. Pourtant, la distance ne réduit aucunement la souffrance, ni même la valeur d'une vie. Toutes les vies se valent. Mais par contre, la distance réduit vraiment ce que je ressens pour le mal-être des autres. Attendez, je fais une pause là, il faut que je bouffe un peu. J'ai faim, j'ai trop faim. Et c'est là que le problème dont je parlais au début, le fait qu'on ne doit pas suivre notre empathie, prend toute son ampleur. On prend souvent l'intensité de nos émotions pour une mesure de l'importance morale. Si notre émotion est forte, parce qu'on a quelque chose, on voit quelqu'un en face de nos yeux, alors on va se dire que l'importance morale est élevée, mais si on ne le voit pas, alors on va se dire que l'importance morale est extrêmement faible, et on va sûrement pas se bouger le cul pour aider cette personne. Bon, je dis ça, mais l'empathie, c'est pas complètement mauvais.
Il faut être empathique, c'est agréable. Sans l'empathie, on se soucierait vraiment pas des problèmes de nos proches ou des problèmes de personnes en fait sur notre planète. Mais c'est un peu comme si l'empathie fonctionnait comme un projecteur. Elle éclaire super fort une petite partie de la scène et elle laisse tout le reste complètement dans le noir. L'empathie, notre empathie va sûrement réagir à un visage, à une histoire, à quelqu'un qui nous ressemble, à quelqu'un qui se trouve proche de nous. Mais elle ne sait pas compter. L'empathie est pas une bonne mathématicienne en fait. Un peu comme moi en terminale S. C'est pas ouf quoi. D'ailleurs, j'avais vu des études il y a quelques années qui montraient que notre réaction émotionnelle est parfois plus forte face à une seule victime que face à plusieurs. Je crois que les chercheurs appellent ça la compassion fade. C'est comme si notre compassion ne grandissait pas au même rythme que le nombre de personnes en danger. Donc notre compassion va baisser quand le nombre de personnes en danger va augmenter. Encore pire, dans certaines expériences, notre compassion baisse drastiquement dès qu'on voit que 2 enfants sont en danger au lieu de 1. C'est pour ça que souvent sur les publicités d'ONG, vous avez un gros visage d'un enfant qui est en train de souffrir. C'est pour vraiment appeler notre empathie, appeler notre compassion et pouvoir passer à l'acte. Un enfant qu'on voit triste en face de nous va nous bouleverser beaucoup plus qu'un chiffre qui dit que 4,9 millions d'enfants sont en train de crever, quoi. Donc une image va avoir beaucoup plus d'impact qu'un nombre qu'on affiche sur la télé. Notre empathie, elle est aussi tribale. Elle va s'activer plus facilement pour les gens de notre groupe, pour des gens qui nous ressemblent, la même couleur de peau, qui sont proches de nous, qui ont la même culture que la nôtre. Peut-être que nous, qui sommes français, européens, sommes plus touchés par la guerre en Ukraine que par la guerre au Moyen-Orient, parce que c'est plus proche de nos problèmes. Bon, moi, je vis au Canada, hein, mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens en France qui me regardent. Donc ouais, peut-être que vu que c'est l'Ukraine, c'est l'Europe, bah c'est pas loin de chez nous, donc on va être plus touché par cette guerre que par ce qui se passe en Palestine, par exemple. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose de suivre notre empathie? Autrement dit, oui, l'empathie va déclencher notre générosité, et c'est cool, mais est-ce qu'elle devrait décider à elle seule de nos actions? C'est un peu comme si je vous demandais, est-ce que l'empathie est forte à démarrer la voiture, mais aussi à prendre le volant? Peut-être pas. Moi, je pense qu'elle est bonne pour allumer la voiture, mais après, pour prendre le volant, ça commence à partir en couille. Et c'est ici qu'intervient l'altruisme efficace dont je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo. En anglais, on dit effective altruism. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de ressources si vous cherchez ce mot-là sur Internet. Et comment est défini l'altruisme efficace? Je vais lire la définition du Center for Effective Altruism, qui définit ce concept comme le fait d'utiliser les preuves et la raison pour chercher comment aider les autres autant que possible, puis d'agir en conséquence. Donc c'est pas une association précise, c'est pas non plus une formule de mathématiques magique, c'est une question qui se pose, c'est avec les ressources limitées dont je dispose, mon argent, mon temps, ma carrière, ma vie professionnelle, où puis-je produire le plus de bien? Autrement dit, avec $1 ou avec 1 minute, comment puis-je sauver le plus de gens? Parce que toutes les manières d'aider ne produisent pas le même résultat. Si vous donnez de l'argent pour une association qui sauve de la malaria, vous allez peut-être avoir un impact beaucoup plus fort que si vous donnez de l'argent pour sauver, je sais pas moi, de la guerre en Ukraine peut-être. Et d'ailleurs, je voulais prendre un exemple de GiveWell. Donc GiveWell, c'est une organisation qui analyse les données derrière tous les programmes caritatifs et ils estiment justement qu'une moustiquaire antipaludique distribuée par l'Against Malaria Foundation coûte environ $6. Seulement $6. Et pour les financements que cette association a eu entre 2022 et 2024, son estimation moyenne était d'environ $5 500 par vie sauvée. Aujourd'hui, il me semble que c'est l'association qui peut sauver le plus d'enfants avec le plus bas prix. $5 500 pour sauver une vie humaine, c'est le coût le plus bas pour sauver une vie humaine, et c'est à travers des moustiquaires, à travers des médicaments fournis notamment en Afrique pour sauver de la malaria et donc de tous ces moustiques qui nous font crever, enfin qui font crever malheureusement les jeunes enfants sur le continent africain. Ça paraît énorme, hein, $5 500 pour sauver un enfant, mais il me semble que c'est vraiment le coût le plus bas pour sauver une vie. Donc si on veut investir notre argent, il semble que si on veut investir notre argent et sauver le plus d'enfants possible, bah, c'est le coût le plus bas pour sauver une vie, c'est $5 500 par vie sauvée. Donc finalement, si je veux résumer l'altruisme efficace en 3 questions, la première question c'est quelle est l'ampleur du problème que je veux aider? Ensuite, c'est combien de personnes ou combien d'animaux, hein, parce que ça marche aussi pour les animaux, sont concernés, à quel point souffrent-ils et combien d'années de vie ou de bonne santé peut-on protéger? Deuxième question, est-ce que je peux réellement agir pour cette cause-là? Parce qu'il y a un problème qui peut être énorme, hein. Si personne ne connaît de solution crédible pour sauver de ce problème, €1 supplémentaire ou $1 supplémentaire
n'aura peut-être en fait aucun effet aujourd'hui pour sauver de ce problème. Alors que la malaria, par exemple, on sait parfaitement comment faire pour l'éradiquer. C'est juste qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir le faire sur tout un continent. Et la troisième question qu'il faut se poser, c'est le problème reçoit-il déjà beaucoup de financement? A-t-il assez d'attention? Et donc, j'ai pas besoin d'investir là-dedans. Par exemple, le millième don qui est fait à une association qui est très médiatisée, c'est peut-être moins important que le premier don à une association qui est sérieuse mais qui est complètement ignorée par la population générale. Je sais que les gens aiment pas ça, transformer la morale un peu en tableau Excel. L'idée, c'est pas vraiment de faire ça, mais quand même, l'idée, c'est d'empêcher notre cerveau de confondre ce qui est visible avec ce qui est important. D'éviter de confondre ce qui appelle à notre émotion, ce qui appelle à notre action parce qu'on a vu quelque chose qui nous choque versus qu'est-ce qui est vraiment utile pour sauver le plus de monde possible sur la planète Terre. Alors maintenant que vous avez découvert l'altruisme efficace, vous allez vous demander, mais est-ce que toi, qui parles beaucoup de ce sujet, tu fais quelque chose? Moi, j'ai déjà fait quelque chose pour la malaria. Au-delà de la malaria, j'ai donné dans des associations, mais j'avoue que je commence à peine à me renseigner sur l'altruisme efficace. Il se trouve que j'avais eu de la chance de tomber sur la malaria avant ça. Et j'ai expliqué que en août, je veux faire des vidéos, des vlogs tous les jours, comme Lena Situation. Sauf que moi, j'appelle pas ça les vlogs d'août, j'appelle ça les vlogs de burn-out, parce que j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler d'anxiété, pour parler de mon burn-out qui a commencé il y a 6 mois. Et j'ai expliqué qu'en tant qu'influenceur, si je le deviens un jour, j'aimerais bien donner 10% de mes revenus commerciaux, de mes revenus de partenariat à des associations, justement, pour avoir le plus d'impact possible. Et je pense d'ailleurs que les influenceurs et influenceuses aujourd'hui, ils devraient faire ça. Je pense que ces gens ont été construits grâce à leur communauté, grâce à nous qui regardons leurs vidéos, et j'estime qu'ils doivent donc rendre à la population générale ce que cette population lui a donné, leur a donné. Alors le chiffre de 10%, c'est pas un chiffre magique que j'ai sorti de mes fesses, ni d'un chapeau. C'est une limite qui a été créée par une association. C'est le principe du 10% pledge de Giving What We Can, qui est une association présente dans le monde entier. C'est un engagement public à donner 10% de ses revenus aux organisations que l'on pense capables d'améliorer plus efficacement la vie des autres. Pour conclure, l'histoire de Wang Yu, qui est cette petite enfant chinoise décédée à 2 ans écrasée par une voiture dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est que cette histoire nous bouleverse parce que Wang Yu avait un visage, elle avait un prénom et elle se trouvait devant des gens qui pouvaient agir. Mais les autres enfants qui sont en train de mourir un peu partout dans le monde entier, ils ont aussi un visage, ils ont aussi un prénom. C'est juste qu'on le voit simplement pas. C'est pas en face de nos yeux. C'est un visage d'une autre couleur, un visage peut-être différent du nôtre, un visage qui parle avec une autre langue. C'est parfois un enfant dont on ne comprend pas ce qu'il raconte, qui vit dans une société qui n'a rien à voir avec la nôtre, dans un climat qu'on n'a jamais vu de notre vie. Et notre empathie, elle est précieuse, mais elle est proche, elle est sélective, elle est vraiment pas du tout bonne en maths, et elle est presque complètement aveugle au grand nombre. Plus le nombre est grand, moins notre empathie est bonne. Je veux pas supprimer l'empathie. Je veux juste peut-être enlever le droit de vote exclusif de notre empathie pour décider d'une action, d'une bonne cause sur laquelle on décide d'agir. Le cœur, nos émotions peuvent nous donner envie d'aider, mais je pense que c'est notre cerveau et notre raison qui peut nous dire exactement comment faire pour bien aider. Et justement, cette raison, cet esprit rationnel peut nous aider à ne pas gaspiller l'argent qu'on va investir grâce à cette étincelle allumée par notre empathie. Au bout du compte, la question n'est peut-être pas est-ce que je suis généreux, mais plutôt à quel point ma générosité a un impact positif sur le monde. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vais vous montrer les vidéos d'hier, parce que hier, je suis allé voir ma médecin. Je vous explique tout dans les vidéos d'hier, c'est juste que je ne les ai pas postées hier, parce que hier, je me suis focusé sur l'alcool et l'impact de l'alcool, mais je vais vous laisser avec ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Je déteste ça. Rendez-vous avec ma médecin pour discuter du suivi de mon arrêt de travail. Je la vois tous les mois et tous les mois je sais pas si elle va me remettre au travail ou non. Je sais pas. Donc à tout moment je dois retourner au travail d'un coup, mais je suis pas du tout prêt mentalement pour ça. On va voir comment ça se passe. La médecin m'a renouvelé mon arrêt de travail pour 1 mois. Donc là ça va faire 7 mois que je suis en arrêt de travail. Et elle était étonnée de la rapidité à laquelle je fais des progrès. Moi je suis stressé à chaque fois parce que j'ai l'impression que c'est lent. Mais elle trouve que c'est rapide, donc c'est une bonne nouvelle, ça m'enlève une grosse épine du pied. Et ensuite, elle a augmenté ma dose d'antidépresseurs parce qu'elle estime que si je veux enlever mon trouble anxieux généralisé, ou en tout cas le calmer, il faut que j'aille à une dose très haute en termes d'antidépresseurs, de venlafaxine, pour adoucir
cette anxiété que j'ai liée à ce trouble anxieux. Donc on augmente les antidépresseurs. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que j'augmente la dose d'antidépresseurs, je mets un peu de temps à m'adapter et je prends très cher pendant 10 jours. J'ai mal à la tête, j'ai sommeil. On va voir comment ça va se passer les 10 prochains jours, mais ça risque d'être un petit roller coaster. Aujourd'hui, ça va. J'ai augmenté la dose ce matin et ça va. On va voir ce que ça donne.